Du coup, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir du coup en plusieurs temps, on va vous représenter rapidement le projet. On va faire aussi un petit tour de table des différents intervenants. Et après cela, on verra juste, on voulait un peu reparler en tout début des enjeux qui sont soulevés par la réduction des risques en hébergement et faire un petit focus sur la manière dont on peut travailler le portage institutionnel dans sa structure. Et en deuxième temps, du coup, on a plusieurs professionnels qui viendront nous présenter ce qu'ils mettent en place pour travailler la réduction des risques en hébergement, notamment en termes de coopération. Voilà, ce sont des exemples. L'idée étant de favoriser le plus possible l'échange de pratiques entre vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et aussi à présenter si vous avez aussi, je suppose qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont aussi leurs propres actions, leurs propres dispositifs. Donc, n'hésitez pas aussi à compléter par vos expériences respectives. Donc, en premier lieu, voilà, on va faire un petit tour de table de ceux qui vont intervenir aujourd'hui. Donc, c'est Marie Dumoulin, je suis chargée de projet à la Fédération Addiction et je travaille plus particulièrement sur tous les projets qui ont trait aux addictions et à la précarité, donc notamment en lien avec la Fédération des acteurs de la solidarité. J'ai posé la parole à Fanny Guémer, ma collègue. Bonjour, Fanny Guémer, chargée de projet Addiction et précarité au siège de la Fédération Addiction. Et je passe la parole à Clotilde Hoppe. Bonjour, du coup, Clotilde Hoppe, donc chargée de mission à la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, notamment sur les questions de santé. Et on a Laetitia Augereau qui s'excuse, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais qui est la déléguée d'union régionale aussi d'Île-de-France pour la Fédération Addiction. Et donc avec nous aujourd'hui, on a aussi alors Martine Maisonneuve et Éric Courillo, qui sont là aussi, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour, donc Martine, je suis donc infirmière au XAPA Charonne et sur le XAPA et sur le pôle résidentiel de Charonne. Et j'ai longtemps travaillé sur des appartements de coordination thérapeutique aussi en cadre. Donc pas mal en hébergement et j'ai pu intervenir également sur la réduction des risques dans le cadre du confinement sur l'hôtel Kellerman qui avait été réquisitionné pendant la période de confinement. Voilà. Merci. Et du coup, Éric Courillo. Oui, bonjour. Moi, je suis donc Éric Courillo, je suis psychologue au XAPA Charonne-Opélia. Alors, historiquement, Charonne autrefois, depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai suivi tout le développement de Charonne et maintenant Charonne-Opélia. Et donc, ce webinaire va tout à fait dans la ligne de ce qui a été posé depuis toujours, à savoir les consommations dans les lieux résidentiels, puisqu'autrefois, nous avions à Charonne un foyer d'hébergement aussi. Voilà. Merci. Et du coup, on a aussi Marc Desguillages. Je suis désolée si j'écorche. Bon, c'est pas grave pour l'écorchage. Marc Desguillages, donc moi je suis chef de service au CHU, la péniche du Cœur. Voilà, je travaille sur pas mal d'autres établissements, CHU, CHRS et peut-être du passage en incité à la communauté thérapeutique d'Aurore, d'Aubervilliers. Voilà. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à Fanny pour qu'on puisse juste en 2 mots vous redire dans quel contexte s'inscrit ce webinaire. Hop, alors, je vais juste repartager mon écran si j'y arrive. Alors, très brièvement, ce projet s'inscrit dans une nécessité qu'on a observée sur le terrain, à savoir de mener un travail de réduction des risques au sein des structures de la HI et de la lutte contre l'exclusion de façon plus globale. Cette question de la réduction des risques, elle a été beaucoup plus mise sur le devant de la scène, si je puis dire, au moment du premier confinement,
avec, pour l'ensemble des lieux de vie et des lieux d'accueil des personnes, une nécessité de prendre en compte la dimension de la réduction des risques, notamment inhérente au sevrage d'alcool et aux consommations au moment du confinement, puisque les personnes ne pouvant plus sortir, ça a amené les professionnels à devoir gérer ces questions. En plus du quotidien où la question de la réduction des risques était déjà présente dans les structures. Ce projet, on l'a réfléchi en plusieurs étapes. On a procédé d'abord sur la mise en place d'un questionnaire que vous avez peut-être pour certains d'entre vous vu passer, voire répondu, qui permettait de recenser les différentes structures de la HI et de la dictologie sur les différentes régions, de pouvoir recenser les actions existantes, les partenariats existants, mais aussi les besoins et les problématiques que vous pouviez rencontrer. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le remplir, il est toujours en ligne, donc vous pouvez le compléter. Ça vous permettra aussi de voir sur vos secteurs quelles sont les structures autour, même si souvent les structures se connaissent, de pouvoir répertorier sur une carte l'ensemble des structures. Ça peut être intéressant d'avoir ce visuel et ce support sur les actions et les besoins recensés. Dans un deuxième temps, on a pensé à mettre en place ce webinaire. L'idée, c'était de réunir par région des professionnels des deux secteurs et de leur proposer de partager leur expérience de partenariat ou de pratiques qu'ils ont pu mettre en place autour de la réduction des risques. Et à l'issue de leur présentation, de pouvoir poser des questions pour que vous puissiez, vous, sur le terrain, vous inspirer aussi de ce qui se fait dans d'autres structures. Et à l'issue de ce projet, l'idée est d'avoir une cartographie la plus complète possible sur les différents acteurs de terrain, mais aussi de pouvoir vous proposer des fiches actions en fonction de tous les éléments qu'on aura récoltés au cours de ces webinaires, qui seront des outils pour vous, pour voir ce qui existe. Alors, vous aurez accès aux autres fiches actions des autres régions. L'idée, c'est de capitaliser un maximum de pratiques qui puissent inspirer les uns et les autres sur le terrain, sur la question de la réduction des risques. Et Marie va vous définir la notion de réduction des risques. Merci Fanny. Oui, alors du coup, en première partie, on vous propose juste de revenir un petit peu sur des éléments un peu de définition quelque part sur la réduction des risques et l'accueil inconditionnel. Du coup, alors pourquoi on travaille cet aspect-là, les enjeux qui sont soulevés par la réduction des risques en hébergement. Alors, c'est lié au fait surtout que alors les publics en situation de précarité, mais vous êtes les premiers à le constater, sont souvent confrontés par les pratiques addictives. Alors, ce n'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il y a quand même des prévalences qui sont plus élevées chez ces publics-là. Et donc, l'enjeu, c'est finalement de faire en sorte que ce ne soit pas un facteur d'exclusion supplémentaire pour des personnes qui ont déjà des parcours qui sont très hachés, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quelques années au niveau des sièges des fédérations et même sur, on sait aussi que c'est quelque chose qui se met en place au quotidien sur le terrain, dans les structures, etc. Donc, nous, on essaie d'accompagner au mieux ces évolutions. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, comme disait Fanny, que la crise sanitaire avait énormément exacerbé ces enjeux-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé spontanément de travailler là-dessus. Et donc, la réduction des risques, en somme, en termes d'accueil inconditionnel, ça implique de garantir un cadre sécurisant, donc à la fois pour les personnes qui sont consommatrices, mais aussi pour le collectif plus largement, donc les autres personnes qui peuvent être, qui sont dans les établissements, et également aussi pour les professionnels. Et donc, c'est vrai que ça implique du coup de travailler à la fois sur les situations individuelles, mais aussi sur le cadre qu'on pose collectivement, sur la manière dont on inclut les consommations, pour que ce soit à la fois sécurisant pour les personnes consommatrices, qu'elles ne soient pas exclues et qu'elles puissent aussi éventuellement aborder leur consommation, que ce ne soit pas un tabou et qu'elles puissent comme ça aussi finalement bénéficier d'un accompagnement par des professionnels spécialisés en addictologie. Et en parallèle, que ce soit aussi quelque chose de sécurisant pour les professionnels dans leur pratique, dans leur quotidien.
Donc voilà, les deux enjeux majeurs que ça soulève et les deux axes de travail essentiels, c'est voilà, travailler quelque part sur le cadre qu'on met en place dans son établissement. On pourra en reparler aussi un petit peu plus tard avec la question du portage institutionnel. Et aussi en parallèle, du coup, le fait de pouvoir permettre un accompagnement et l'intérêt de faire en sorte que cet accompagnement il se fasse en lien avec des professionnels spécialisés en addictologie, c'est aussi une question de temporalité au final, puisque souvent les établissements d'hébergement, il y a une logique un peu plus transitoire avec un accompagnement vers l'autonomie ou d'autres types de logements, tandis que l'accompagnement en santé de manière générale et y compris autour des pratiques addictives, il y a une notion d'accompagnement sur le long cours. Voilà, et que les personnes soient accompagnées par les professionnels tout au long de leur parcours. Et donc, c'est vrai que c'est là l'enjeu, finalement, de travailler en coopération, c'est de permettre, comme à chaque fois qu'on parle des enjeux de santé, de faire le lien avec le secteur du droit commun et de faire en sorte que le parcours de santé des personnes ne soit pas impacté de la même manière par les ruptures qu'il peut y avoir en termes de logement. C'est pour ça aussi qu'on encourage beaucoup cette dynamique de coopération, de travail ensemble, sachant d'autant plus qu'au-delà de cette question de temporalité, il y a aussi, voilà, chaque professionnel a aussi ses savoir-faire, ses spécificités, et on trouve que c'est important aussi que chacun puisse apporter à l'autre voilà, son expérience, son expertise. Du coup, on voulait aussi revenir sur la définition de la réduction des risques, parce que c'est quelque chose c'est un vocabulaire qui est très spécifique au secteur de la dictologie, encore jusqu'à présent, et qui peut être parfois un peu abstrait. Et donc, la réduction des risques, pour revenir très rapidement sur la manière dont ça a émergé, ce que ça implique. Donc, ça a émergé. Alors, c'est un changement de paradigme qui est lié à l'épidémie de sida dans les années 70, où l'enjeu, c'était plus tellement de faire en sorte que les personnes arrêtent de consommer, mais qu'elles puissent finalement diminuer au maximum les risques qui étaient liés, du coup, à l'époque au VIH. Pour elles, mais aussi pour les personnes qui étaient pour leurs proches, leur entourage. Et donc, au final, il y a eu un changement de paradigme sur le fait sur la manière dont on perçoit la personne, voilà, le fait qu'on lui rende aussi sa capacité d'agir et toute sa place dans son parcours, et finalement en faisant avec elle par rapport à l'expertise qu'elle a à sa consommation. Donc, ça implique ça a impliqué, et ça implique toujours du coup la réduction des risques, un changement de posture, c'est-à-dire que l'usager, il est vraiment acteur de son parcours, donc c'est très lié aussi à la participation des usagers, et aussi bien entendu quand on parle de réduction des risques, on pense aussi aux outils qui sont liés, voilà, les seringues par exemple qui sont souvent les plus connus, mais maintenant ça commence aussi à concerner d'autres types de produits. Par exemple, récemment, il y a la vape aussi par rapport à la consommation de cigarettes. Donc voilà, donc la réduction des risques, c'est à la fois un enjeu de posture par rapport aux personnes qu'on accompagne, et aussi ça se traduit aussi par la mise à disposition d'outils spécifiques pour permettre aux personnes de gérer sa consommation en réduisant au maximum les risques. Et quand on parle de risques, c'est vraiment de manière globale. Il n'y a pas que les risques sanitaires. Voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi on parle de réduction des risques pour les personnes en situation de précarité, parce que c'est à la fois les risques sanitaires, mais ça peut aussi, ça sous-entend aussi le fait de réduire au maximum les risques économiques, sociaux, etc., de rupture de parcours, d'augmentation de sa précarité économique qui sont liés à sa consommation. Donc, d'où l'intérêt finalement de travailler autour de cette notion-là quand on travaille autour des personnes qui sont en situation de précarité. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les deux grands axes, finalement, les deux grands enjeux autour de cette question-là, c'est à la fois le fait de garantir déjà l'accueil inconditionnel des personnes, et donc leur non-exclusion dans le cas où elles sont consommatrices, tout en préservant du coup ce cadre sécurisant pour tous. Et en deuxième lieu, c'est aussi le fait de faciliter la mise en place d'un accompagnement avec des professionnels, donc si possible de droit commun, pour que l'accompagnement autour de la santé de la personne puisse se faire sans rupture. Donc voilà pour cette première partie sur la réduction des risques. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions
dans le voilà, c'est toujours possible de les poser, hein, n'hésitez pas à intervenir. Et alors, pour revenir sur le portage institutionnel autour de la réduction des risques en hébergement, on trouvait que c'était intéressant de revenir là-dessus, puisque c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous semble important à travailler pour qu'au final, toute cette dynamique autour de la réduction des risques, elle ne soit pas forcément liée à voilà, un ou une professionnelle, mais que ce soit vraiment ancré aussi dans la structure, ce qui garantit voilà, déjà une continuité dans le temps des actions qui sont mises en place, surtout quand il y a du turnover qui peut être un peu plus important. Et aussi que ce soit que l'ensemble de l'équipe puisse être impliquée. Ça permet aussi que le discours tenu par l'ensemble de l'équipe et des professionnels soit cohérent et que du coup, ce soit à la fois plus rassurant déjà pour les professionnels de sentir qu'il y a une cohérence, etc., et qu'on puisse être soutenu dans sa démarche vis-à-vis des personnes, et aussi pour les personnes en face, voilà, qu'elles aient en face des réponses qui ne varient pas d'une personne à l'autre et qu'il y ait quand même quelque chose, un accompagnement global qui soit cohérent par l'ensemble de l'équipe. Et donc là, le portage institutionnel, on peut alors parce que c'est aussi un grand mot, mais ça se traduit déjà par l'implication de l'ensemble des acteurs de l'établissement. Donc que ce soit c'est-à-dire quelque part par l'ensemble de l'institution, donc en passant par le conseil d'administration évidemment, mais l'ensemble de l'équipe. On voit, c'est souvent intéressant de voir que dans les projets, par exemple quand il y a des formations, ça peut être intéressant d'associer l'ensemble des équipes, y compris veilleurs de nuit, etc. Des personnes qui peuvent être aussi confrontées du coup aux consommations des personnes, avoir à gérer certains comportements qu'ils n'avaient pas prévus. Et c'est vrai que les inclure aussi dans les formations, ça permet d'avoir justement une réponse appropriée par tous. Donc, quel que soit, et que ce ne soit pas juste quelque part le fait des travailleurs sociaux, etc., mais de vraiment inclure l'ensemble des personnes de l'équipe. Et évidemment, l'enjeu aussi, c'est d'inclure au maximum les personnes accompagnées. Et le fait d'impliquer ces acteurs, ça va permettre du coup déjà de travailler sur le socle institutionnel via les documents, donc projet de service, règlement de fonctionnement, et de traduire vraiment dans le fonctionnement de la structure cette réduction des risques, sachant que ça permet du coup aussi de s'adapter aussi juridiquement à la manière dont peuvent être inclus les consommations. Par exemple, pour les produits légaux, techniquement, on ne peut pas interdire la consommation d'alcool et de tabac dans la structure. Donc, c'est des gros enjeux à prendre en compte. Et le fait de le faire en concertation, ça permet aussi de voir progressivement comment est-ce qu'on peut travailler sur la prise en compte de ces consommations, puisque entre tout interdire et tout autoriser, ça peut aussi nécessiter certains aménagements en termes de qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que le fait d'autoriser les consommations, ça puisse être quand même bien vécu par l'ensemble des personnes qui sont accompagnées dans l'établissement. Et en parallèle, le fait d'associer l'ensemble des acteurs, ça permet aussi de travailler sur l'accompagnement qui peut être fait, donc notamment dans le cadre des partenariats. Et c'est aussi important du coup de partir vraiment des besoins, que ce soit des équipes, quels sont les besoins des professionnels pour accompagner les personnes et quels sont les besoins des personnes dans leur accompagnement pour vraiment construire des partenariats qui soient cohérents. Donc on a vraiment ce triptyque qui est le cœur des choses à travailler pour que on ait un projet d'ensemble qui soit cohérent à l'échelle de l'établissement et par rapport aux personnes qui font l'établissement. Voilà pour cette première partie. N'hésitez pas toujours donc, si vous avez des questions. Et du coup, je vais laisser la parole donc aux personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu du témoignage aujourd'hui. Sachant que ce sont des exemples, l'idée, ce n'est pas de présenter des modèles qui sont à calquer partout de manière uniforme. Il n'y a pas forcément un modèle qui est le bon et l'enjeu c'est que chacun puisse créer ce qui paraît cohérent pour son établissement, mais on trouvait ça quand même intéressant, après cet aspect un peu théorique, d'apporter du concret et de voir comment ça peut se faire de manière un peu pratique, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce type de démarche dans sa structure. Donc, je vais passer la parole dans un premier temps du coup à Marc qui va pouvoir nous présenter comment est-ce qu'il travaille cette question-là au sein de la Péniche du Cœur, qui est du coup, si je ne me trompe pas, un centre d'hébergement d'urgence
et qui le font notamment en partenariat avec Addiction France, mais ils s'excusent, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais ils vont pouvoir nous en dire un plus du coup aujourd'hui. Oui, alors du coup, en fait, on a un partenariat avec Addiction France qui a pris naissance fin 2019, donc avant Covid, hein. Parce que pour planter un peu le décor, donc en effet, nous on a un CHU, on accueille 53 places pour l'instant, 70 normalement. On n'accueille que des hommes isolés. Et on est confronté, hein, depuis la création de la péniche, en fait, les différentes équipes sont confrontées notamment à la question de gérer l'accompagnement des personnes alcooliques et de gérer aussi les comportements qui vont avec dans le collectif. Ou pour donner une image un peu, donc on s'appelle la péniche parce qu'on est vraiment un bateau, hein, les cabines sont petites, les espaces sont petits, et actuellement, même si on change de structure, on n'a qu'un seul espace collectif. Donc c'est en fait c'est une problématique qui est très visible chez nous, et on a longtemps fonctionné, on fonctionne encore comme ça va changer d'ici quelques mois, c'est le but du travail qu'on a fait avec Addiction France, sur un modèle réglementaire très classique d'interdiction, voilà, avec une interdiction de consommer sur place, avec la possibilité pour des personnes qui se présentent fortement alcoolisées en fonction de ce qu'elles laissent paraître et de leur comportement, d'être exclues pour la nuit, hein, avant d'être exclues pour la nuit, d'aller faire un tour, voilà, le temps d'essayer que ça redescende un peu. Le but étant d'éviter les problèmes sur le collectif, bien sûr, de protéger le collectif et en même temps de protéger la personne de comportements qui donneraient lieu pour le coup à des exclusions définitives. Voilà. Donc on a longtemps fonctionné comme ça, et en fait au bout d'un moment on s'est posé la question, on en a eu un peu marre en équipe de mettre en opposition la protection, on va dire, du collectif et des moments du quotidien avec la protection des personnes qu'on accompagne et qui en effet ont des addictions. Concrètement, cette démarche-là, on a fait plusieurs constats très pratiques, c'est-à-dire qu'en effet, le fait déjà d'avoir un interdit formel autour de la consommation d'alcool, ça posait un peu le sujet comme un sujet tabou. Donc, ce qui, avant même le collectif, posait des difficultés en fait pour aborder la question dans le cadre du suivi individuel. Avec certains, on y arrivait, mais avec beaucoup, on n'y arrivait pas. L'autre souci qu'on avait, c'est que chaque fois qu'on laisse une personne dehors, quand elle y est, on l'expose encore à plus de risques physiques, que ce soit des chutes, des agressions, des vols. Et donc ça nous posait un souci parce que ces gens-là, on les accompagne et il faut qu'on les protège. Tout en protégeant aussi le collectif. Voilà, à un moment, quelqu'un qui mange, qui est à table, qui n'a pas forcément à être embêté par quelqu'un qui est fortement alcoolisé, qui ne peut pas s'empêcher de le solliciter, de lui parler, ou qui s'est fait dessus, enfin voilà, ou ce genre de choses. Et la difficulté propre à notre structure, c'est que on a une petite équipe salariale, une équipe sociale de 6 personnes, mais c'est que surtout qu'on fonctionne avec beaucoup de bénévoles. On a 200 bénévoles à peu près qui tournent à la semaine sur notre structure, et c'est entièrement eux qui gèrent les moments quotidiens. Donc justement, les repas et tout ça. Donc tous ces instants du quotidien en fait où cette problématique s'exprime, c'est pas l'équipe sociale qui est là pour la gérer sur le moment. Et on a évidemment aussi des veilleurs de nuit, comme vous disiez, qui sont confrontés aussi, qui n'ont pas forcément l'information nécessaire et qui ont leur propre image et fantasme sur le sujet, qui font qu'ils ne savent pas forcément comment réagir sur le moment. En fait, partant de là, on a eu un contexte où on est en train de changer d'établissement, de bateau. Donc, on refait complètement notre projet d'établissement, tous nos documents de service, on revoit nos accueils. Et du coup, on s'est dit, ça serait bien le moment, en fait, de mettre ce sujet-là en question. On a choisi de se faire accompagner, en effet, par des professionnels extérieurs,
professionnels de l'addictologie. Donc, on s'est mis en partenariat avec Addiction France et on a monté un projet dans l'idée de changer nos pratiques sur la structure, changer notre règlement de fonctionnement, changer la manière dont on accompagne cette question-là. Et ce qui est intéressant nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans la manière là, dont on fait les choses avec Addiction France, c'est que très tôt, en effet, eux, ils nous ont dit qu'il faut impliquer tout le monde. Ça ne sert à rien que l'équipe pense ou impose des changements alors que ce n'est pas elle qui les vit. Donc, on est parti sur un projet en plusieurs étapes. Pendant plusieurs mois déjà, on a 2 personnes d'Addiction France qui nous suivent plus spécifiquement. Ils viennent régulièrement sur la structure en fait. Donc, ils ont rencontré les bénévoles, ils ont rencontré les agents d'accueil, ils ont rencontré les hébergés, l'équipe de professionnels, avec cette idée déjà de mettre en discussion le sujet de la consommation d'alcool dans la structure et que ça soit plus un tabou. Voilà, que ça soit déjà présent dans la tête de tout le monde comme un sujet qui n'est pas gravé dans le marbre, sur lequel on peut bouger nos pratiques, on peut évoluer et réfléchir ensemble. La deuxième étape de ce projet, c'est un peu là qu'on en est. C'est que tout en continuant ces entretiens et un peu cette enquête qu'ils font chez nous, ils ont commencé à animer des ateliers, cette fois-ci pour les personnes hébergées. Alors, pas braqué sur la question de l'alcool ou de la réduction des risques en soi, enfin, en tout cas pas présenté comme ça, mais plutôt des ateliers santé, bien-être, voilà, où on parle aussi bien de sommeil, on peut parler voilà, de relaxation, et on peut parler aussi en effet d'addiction. Et là, c'est toujours pareil, l'idée c'est d'amener le sujet en douceur et de le faire sortir un peu des tabous. La suite un peu avec eux, c'est qu'ils vont animer des sessions de formation. Alors vraiment de formation proprement dit pour les professionnels et les agents d'accueil. Et ils vont animer, on est en train de programmer plusieurs ateliers en fait, de sensibilisation destinés aux bénévoles. Sensibilisation et pas formation, parce que nos bénévoles n'ont pas forcément le temps, ni l'énergie, ni forcément l'envie aussi, de faire des formations complètes sur le sujet. Donc voilà, là c'est pareil là-dessus. Après tous les mois d'enquête qu'ils ont fait, voilà, on adapte. Il y a cette question d'adapter un peu le principe de formation à la présence des gens, à ce qu'ils peuvent supporter, enfin, à ce qu'ils sont en capacité de s'inscrire. Et la suite, parce que c'est là que ça devient intéressant, l'idée c'est bien de changer la manière dont on fait les choses. Donc actuellement, on a plusieurs pistes qui, pour l'instant, sont théoriques, mais vont aboutir dans quelques mois, à savoir, on pense potentiellement à, entre guillemets, banaliser un lieu sur le futur bateau, une salle où la consommation est permise. On est en train de se poser la question de comment accompagner ça, avec quel professionnel. Voilà, est-ce qu'on gonfle notre équipe, notamment avec du personnel soignant, qu'on n'a pas du tout pour l'instant. On est en train de se poser la question de mettre à disposition un frigo aussi pour que les gens puissent stocker leur alcool, en fait, et notamment leur bière. C'est la principale consommation chez nous. Parce que c'est pareil, c'est tout bête, mais boire de l'alcool frais ou boire de l'alcool chaud, ça n'a pas le même impact sur le corps. Ça ne génère pas les mêmes risques. On est en train aussi de se poser la question de pourquoi pas, au-delà d'espaces un peu spécifiques comme ça, pourquoi on n'autoriserait pas le vin à table, voilà. Et tout ça, c'est une démarche qui est longue chez nous. On a choisi de prendre le temps parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de monde. Et en effet, dès le début, ça fait quoi ce que vous disiez tout à l'heure, Marie, on a choisi d'impliquer toute l'institution, en fait. C'est-à-dire que le projet, avant de pouvoir se mettre en place, a été présenté en conseil d'administration, validé en conseil d'administration. On a invité le partenaire. On a invité le partenaire aussi avant de démarrer sur nos diverses instances collectives qu'on a vers les hébergés. Voilà, et on est vraiment dans ce souci
de mieux faire, de mieux accompagner les personnes souffrant d'addiction, d'adapter à la fois nos fonctionnements collectifs pour pas qu'elles soient stigmatisées et à la fois d'adapter l'accompagnement individuel. Du coup, c'est une conséquence logique, ça en découle. Et on est sur un travail qui devrait aboutir avec l'arrivée du nouveau bateau, là, tout début 2022. L'objet, c'est que quand le nouveau bateau arrive, on puisse mettre ces choses en place là dans notre fonctionnement. Voilà un peu pour présenter les choses de manière très synthétique. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des premières questions. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Je vois qu'il y en avait une aussi dans la discussion sur le côté. Alors, c'est une question qui est, je pense, aussi un peu complexe sur le fait que dans les orientations, alors pour lire le message, nous rencontrons une difficulté vis-à-vis des personnes que nous accueillons pour leur sortie ayant une orientation, donc vers les maisons départementales pour les personnes handicapées, de la maison de la MDPH vers des établissements médico-sociaux, avec des questions de refus pour les personnes ayant des consommations. Donc, je ne sais pas, même de manière... Alors, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent sur cette question-là, peut-être d'associer les partenaires, mais du coup, aussi en aval, finalement, voilà, pour les structures qui peuvent servir de relais selon la suite du parcours des personnes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce genre de fonctionnement. Est-ce qu'il y en a qui associent d'autres établissements dans leur réflexion? Je ne sais pas si ce sont des choses qui... Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas, donc Elia, Céline, on travaille à la PHI CHU Marais dans Paris, et qui fait partie du groupe SOS. Et nous, donc, on est une plateforme d'hébergement inclusive, centre d'hébergement d'urgence un petit peu particulier, dans le sens où le public qu'on accueille est usager de drogue, consommateur. Et nous, tous les résidents ont le droit de consommer sur place. On accueille des couples et des personnes seules. Et effectivement, on accueille aussi de l'accueil inconditionnel, en RDR énormément, mais donc avec un statut un petit peu particulier parce que on a des orientations qui se font que via le SIAO, avec effectivement des personnes, des usagers de drogue, tout simplement. On va dire qu'ils sont suivis en XAPA ou qu'ils sont suivis en CMP, en CARUD, etc. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Ouais. Et vraiment, c'est inconditionnel avec consommation dans leur lieu, sur place. Et du coup, effectivement, le problème de l'orientation vers les MDPH, etc., se pose pour nous, bien sûr. Et on les accueille aussi. Après, là, on travaille sur un dispositif que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle les mesures fléchées, où on travaille avec des CHRS autour dans Paris, hors de Paris, à Villeneuve, etc. Et en fait, le but des mesures fléchées, c'est d'orienter, enfin, de ne pas devenir finalement le centre qui accueille les usagers de drogue et d'en faire une espèce de clos, quoi. Parce que le truc, c'est vraiment d'ouvrir tout ça et d'ouvrir cette parole et d'ouvrir l'accompagnement des usagers de drogue, entre autres. Et donc, dans les mesures fléchées, s'il y a une place dans un CHRS, que ce soit Rosa Parks, n'importe lequel, Villeneuve, Danube, n'importe lequel, le SIAO nous envoie une personne et qui va être hébergée dans ce CHRS ou autre CHU. Et par contre, c'est notre équipe, en partenariat avec l'équipe de ce CHRS, où on va travailler main dans la main pour justement sortir un petit peu du problème ou de dire il faut les mettre tous au même endroit parce que ça ne marche pas et surtout parce que c'est très stigmatisant et que l'usager est une personne comme une autre et que finalement le fait de pouvoir consommer sur place
C'est vrai que ce ne sont pas des gens qui retournent forcément à la rue tout le temps, parce que sinon c'est un peu le dernier lieu. Bah, merci. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est la question de l'orientation. C'est vrai que ça peut se poser. Je sais que dans un autre webinaire, il parlait aussi du travail qu'ils font avec le SIAO aussi. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir. Alors, c'est vrai que les instances un peu multi-acteurs, c'est vrai que ça peut être voilà, un gros travail de mettre ça en place. Mais c'est vrai que ça peut permettre aussi d'avoir un travail un peu global et, comme vous dites, de ne pas avoir le centre d'hébergement ou le CHU, etc., qui va un peu faire voilà, absorber l'ensemble des personnes qui ont ces problématiques-là. Et c'est vrai que dans ces cas-là, voilà, je pense qu'il y a peut-être les deux axes de travail, c'est peut-être justement au niveau de l'orientation de manière générale avec les SIAO. Et c'est vrai que même après aussi avec... bon, après, c'est vrai que le dire, c'est une chose, le mettre en place, c'est toujours une autre. Mais le fait aussi de voilà, travailler aussi avec voilà, les foyers, enfin les autres structures d'hébergement qui peuvent recevoir les personnes dans la continuité de leur parcours. Après, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine aussi qui ne se fait pas. Voilà, il n'y a pas forcément de. Enfin, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais c'est vrai que le fait aussi de pouvoir en parler, je pense que le fait, peut-être aussi, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'inviter aussi à voir comment ça peut se passer au sein de sa structure quand on a mis en place aussi des choses qui sont intéressantes du point de vue de la RDR. Et que ça commence voilà, à se passer bien, que les professionnels sont un peu plus à l'aise avec ça, on peut aussi proposer de venir en fait aussi voilà, voir comment ça se passe, de dire bah, nous on fonctionne de cette manière-là. Et enfin, c'est vrai que d'illustrer concrètement, quoi. Mais il me semble que là, dans le groupe, il y a quelqu'un d'Assor. On est venu il n'y a pas très longtemps avec le chef de service aussi faire une présentation à Assor. Je ne sais pas si cette personne était là, ou justement c'était pour présenter la PHI-CHU, qui effectivement est un projet pilote. C'est une structure qui a ouvert en janvier. Le projet est sur 3 mois, sur 3 ans, pardon, n'importe quoi. On a zéro enjeu de sortie, enfin de flux. Là, les résidents, le but, c'est vraiment un chez-soi d'abord, etc. Et enfin, je parle d'Assor parce qu'effectivement, on les a rencontrés il n'y a pas très très longtemps et ils rencontrent à peu près les mêmes problématiques que nous, enfin les mêmes profils que nous, sauf qu'ils travaillent eux en hôtel et l'accompagnement est complètement différent parce que là, c'est un parc un parc, c'est horrible ce que je suis en train de dire, c'est 400 personnes dans des hôtels un petit peu partout. Et comment on fait cet accompagnement RDR avec les usagers? Ouais, donc c'est vrai que ça peut être aussi les rencontres, aller voir aussi ce qui se passe, c'est vrai que ça peut être une bonne solution, je pense, pour aussi. C'est qu'on souvent, c'est ce qu'on se dit aussi. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec la cartographie qu'on a mis à disposition, c'est aussi le fait de rendre visible ce qui se fait, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué de savoir d'une structure à l'autre, même si on n'est pas très loin géographiquement, ce qui se fait. Et le fait aussi de pouvoir, ne serait-ce que s'appeler, passer un coup de fil aux autres professionnels pour dire mais comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez mis ça dans votre structure. Et du coup, c'est vrai que ça peut aussi se faire au-delà des structures de centres d'hébergement, d'urgence, etc., mais d'aller aussi inclure quelque part dans la boucle les structures qui peuvent être plus spécialisées, que ce soit du coup pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant du coup d'avoir une vision très générale des établissements concernés, quoi. Je ne sais pas s'il y avait Marc, vous vouliez dire quelque chose aussi. Ouais. Je ne sais pas si vous avez... Oui, non, je rebondissais parce que c'est vrai on a rencontré justement il n'y a pas longtemps Annie et Emmanuel Zeni du PHI CHU, et nous, c'est quelque chose qu'on va faire avec eux, des mesures fléchées. On s'est tout début, on s'est rencontrés une fois, on est tout juste avec Manuel en train de préparer la rencontre inter-équipe qui devrait arriver sous peu. Mais je trouve que c'est intéressant en fait comme expérimentation, comme dispositif, parce que
Bon, on travaille évidemment, nous, on a eu à travailler avec différents acteurs du réseau parisien, voilà, que ce soit Charonne, Confluence, Divers Xapa et Carude. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour des équipes par exemple, comme la nôtre actuellement, qui ne sont pas équipées, on va dire, niveau soignant, pas forcément hyper formées non plus, mais en fait, on a des professionnels formés qui viennent intervenir conjointement avec nous dans l'accompagnement et sur la structure. Et ça, c'est quand même intéressant parce que nous, si on parle vraiment d'accompagnement vers le soin des personnes en consommation, je suppose que je ne vais pas être, enfin, je vais enfoncer un peu une porte ouverte, mais une des grosses difficultés qu'on rencontre, c'est souvent d'amener les gens vers les lieux de soins et vers les équipes. Ou ces équipes de soins, en fait, il faut que les gens ils aillent vers eux. Hein, bien souvent, c'est un des principes de base. Et nous, c'est notre grosse difficulté. Et voilà. Et aujourd'hui, je trouve intéressant alors, c'est expérimental, mais comme tout projet expérimental, s'il fonctionne, il a tendance à se généraliser, à se développer. C'est le principe. Je trouve intéressant aujourd'hui d'avoir cette modalité de travail où en fait, vraiment, les équipes addicto viennent travailler sur les lieux de vie en fait, et sur les lieux d'hébergement. Parce qu'encore une fois, comme vous le disiez, là, peu importe ce que j'ai présenté, chaque dispositif d'hébergement est différent. Par exemple, PHI, CHU, ils sont au final dans des studios autonomes. Chez nous, ils sont dans des cabines de 4 mètres carrés. La question, elle ne se pose pas pareil. Les cloisons sont beaucoup plus fines. Enfin, voilà. Et il y a des endroits où les chambres sont collectives. Ça se pense encore autrement. Et cette idée, en fait, que les équipes professionnelles puissent venir dans les lieux de vie, réfléchir à une approche vraiment adaptée qui correspond à la fois et avant tout à la personne, mais qui peut fonctionner dans le lieu. Parce que j'ai malheureusement cette expérience aussi d'accompagnement où une fois travaillé un peu l'idée de l'accès aux soins, etc. Et j'ai envie de dire, c'est de la faute à personne, tout le monde met de la bonne volonté là-dedans, mais où on a des dynamiques de travail, où des propositions de travail en tout cas à faire au public qui prennent pas parce qu'elles sont pas adaptées au lieu de vie en fait. Elles sont pas adaptées voilà, à l'espace où la personne vit et donc où la personne consomme ou au contraire où la personne se cache pour consommer, où la personne est interdite de consommer. Enfin, et je pense qu'à l'avenir, en termes de RDR, on a quand même fortement intérêt à miser sur ce genre d'interaction entre les équipes. Voilà. Ouais, complètement, oui, c'est ça Mais c'est vrai que ces deux aspects-là, au final, sont très liés aussi, parce que le fait d'avoir un accompagnement par des professionnels, XAPA, Carude, etc., ça permet déjà d'avoir cet accompagnement par rapport aux personnes, mais aussi de travailler sur la question justement du cadre, parce qu'à partir du moment où on sait aussi qu'en tant que professionnel, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer certaines situations, qu'éventuellement on a un relais, etc., c'est plus simple aussi pour du coup travailler en interne sur la question de l'adaptation des locaux, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu des principes, des actions qui s'influencent, enfin des boucles de rétroaction quelque part. Quand on travaille sur l'accompagnement et le secteur spécialisé, on est plus à même de travailler en interne, etc. Et le fait de travailler en interne, ça libère la parole, donc ça facilite aussi le recours à des professionnels spécialisés. Donc c'est vrai que c'est important de travailler quelque part sur les deux aspects un peu de fond, quoi. Et alors, j'ai vu Émeric Ceylan, qui du coup d'Assor, si j'ai bien compris, qui levait la main, mais qui ne lève plus la main. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, en fait, on a deux ordinateurs. Donc, donc bonjour, moi je m'appelle Lilian, je suis éducateur à Assor, je suis avec mon collègue là. Bonjour. Et donc, nous, déjà, merci pour vos interventions. Nous, en fait, il y a une des difficultés nous qu'on rencontre, c'est qu'en fait, on bosse avec des hôteliers. On n'est pas un centre d'hébergement. En tant que tel, on travaille avec des hôtels, donc avec des gens qui sont dans des hôtels. Et on travaille avec des hôteliers. Et voilà, c'est un peu la difficulté pour nous au niveau de la RDR en application. Nous, on travaille dessus, mais voilà. Ouais, peut-être plus de méfiance par rapport à l'établissement, aux locaux, je suppose, ce genre de choses.
C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait beaucoup de pédagogie et de médiation avec les hôteliers directement autour de la consommation. Excusez-moi. Attendez, excusez-nous. On a un collègue qui vient d'accoucher. Ah, ok. On a un collègue qui vient d'accoucher. Voilà. Félicitations. Et oui, donc comme je disais, ouais, c'est beaucoup de pédagogie et de médiation avec les personnels des hôtels autour des consommations. Maintenant, on est très on va dire, dépendant du règlement des hôteliers directement. Donc c'est la difficulté qu'on rencontre et c'est avec quoi on doit jongler continuellement. Alors on sait qu'il y a des comme Gaïa qui travaillent avec des hôteliers qui eux sont formés à la RDR, notamment à l'analoxone, etc. Mais l'accident électrolyse aussi. Mais nous, voilà, on a des ateliers de travail aujourd'hui pour justement voir comment on peut faire au sein d'Assor pour améliorer. Voilà. Et du coup, comment vous travaillez quand vous dites que vous faites de la pédagogie, comment est-ce que vous faites concrètement C'est pas, alors j'ai dit pédagogie, c'est pas vraiment de la pédagogie, c'est juste que quand il y a une personne, par exemple, qui rentre en état d'ébriété à l'hôtel, quand les gérants de l'hôtel, les réceptionnistes font des remarques sur tel ou tel comportement, nous, on explique ce qu'on voit. Oui, au niveau de... Parce qu'il y a du matériel qui est dans les champs, qui peuvent être retrouvés par les hôteliers, parce qu'il y a par les femmes de ménage, etc. Donc, on essaye de désinformer déjà avant sur le public qu'ils vont accueillir. Et c'est assez important, mais même une fois qu'ils savent quel public ils vont accueillir, il y a quand même des choses, l'hygiène corporelle, voilà, des aspects qui font qu'on est sans cesse en train de parler avec les hôteliers pour défendre, entre guillemets, en tout cas, voilà, les usagers. Et pour assurer la pérennité de l'hébergement aussi en hôtel. Et est-ce que du coup, sur cette question-là, avec les personnes qui sont accueillies dans les hôtels, parce que c'est vrai que du coup, quand on parle d'un point de vue justement légal, ce qu'on peut interdire ou pas, par exemple de la point de vue, alors, souvent ça se base du coup, les réglementations se basent beaucoup sur la distinction qu'on fait entre produits licites et illicites quelque part. Et c'est vrai que par exemple pour les produits licites, donc alcool, etc., qu'on ne peut pas forcément interdire, souvent on se dit on ne peut pas interdire la consommation, mais par contre on peut aussi quand même fixer des limites en termes de comportements qui peuvent être influencés par la consommation d'alcool, etc., pour que les situations pour fixer des limites en termes de situations de violence, etc. En fait, du coup, la question, c'est comment est-ce que vous travaillez sur cette question-là avec les personnes qui sont accueillies? Est-ce que finalement, il y a un peu quelque part un contrat entre un travail avec l'hôtel pour qu'il soit aussi plus accueillant du point de vue des consommations, mais peut-être aussi dans un autre sens, est-ce qu'il y a aussi un travail avec les personnes pour que, en même temps, du coup, il y a éventuellement un cadre qui soit aussi fixé pour que ça se fasse aussi de manière respectueuse quelque part des deux côtés. Je ne sais pas si vous travaillez cette question-là ou pas. Émeric, tu veux répondre? Il y a un travail avec les hôteliers plutôt sur de la pédagogie avec eux et l'idée c'est d'essayer d'assurer une communication quand il y a des difficultés. Comme c'était dit, on va plutôt travailler autour des comportements plus que des consommations. C'est-à-dire que la question du licite ou illicite, on s'appuie plutôt sur quelque chose de la chambre, c'est un espace d'intimité, donc ce qui s'y vit, finalement, regarde davantage la personne. Par contre, quand le comportement de la personne est problématique et met en difficulté le voisinage, l'hôtelier ou quoi que ce soit, l'idée c'est qu'on puisse nous derrière s'entretenir avec la personne, soit a posteriori le lendemain, la semaine suivante, en fonction de chaque personne. On va pouvoir aussi, il y a un système d'astreinte, ce qui fait que quand c'est vraiment trop problématique, on peut se déplacer sur le moment pour revoir avec la personne. Et quand l'hôtelier nous dit que là, vraiment, ça devient trop difficile pour lui, que la question a déjà été travaillée avec la personne, on va procéder à un déménagement. L'idée, c'est de se dire qu'on profite du déménagement pour mettre en exergue avec la personne le fait que ses consommations, en tout cas le comportement qu'elle a en lien avec ses consommations,
la met en difficulté pour tenir un hébergement. Et qu'on a un nombre d'hôtels quand même limité. Et donc, à un moment donné, le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'hôtels qui puissent l'accueillir. Et donc, de retravailler avec elle, qu'est-ce qu'elle met dans la balance pour que ces consommations ne viennent pas perturber. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, complètement. Et du coup, les déménagements, ils se font vers un autre type de lieu? Un autre hôtel. On a une cinquantaine d'hôtels. Alors, de l'hôtel individuel, collectif, proche des lieux de consommation, plus éloignés ou en Île-de-France. Donc, en fonction de la personne, en fonction de ses demandes et de ses besoins, on va essayer d'identifier le plus possible un hôtel qui correspond à sa réalité. C'est-à-dire qu'on a des hôtels avec passage quotidien pour des gens qui vont être très marginalisés ou avec qui on a essayé sur d'autres hôtels avec des passages hebdomadaires et où on voit bien qu'on touchait une limite et qu'il y avait besoin d'une présence plus marquée. Donc là, on bascule sur des hôtels plutôt quotidiens. Et après, on a des hôtels où on va passer une fois par semaine et d'autres hôtels où on va être 2 ou 3 jours. Et à force, on connaît bien les hôteliers, donc on sait que tel type de profil, dans cet hôtel-là, ça va passer, là-bas, ça ne va pas passer. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette distinction entre le travail sur la consommation elle-même et le fait que voilà, ce n'est pas une question de stigmatiser la consommation, ou, voilà, mais plutôt le travail sur voilà, au-delà des consommations, un peu le respect mutuel, etc. Et comment est-ce qu'on peut travailler cette question-là. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Ouais. Oui, pardon. Ah, oui, c'est moi. Ouais, je voulais juste... où est-ce qu'on appuie pour la parole? Lever la main. Alors, je ne sais pas si j'ai la même configuration que vous. Réaction. Ah, réaction, merci, d'accord. Donc, je coupe mon micro et je mets... Bah, allez-y maintenant. D'accord, pardon. Je voulais juste rajouter par rapport à la consommation que du coup, là, le public qu'on a, c'est pas il n'y a pas que l'alcool, c'est toutes les TSO. Et donc, une TSO, c'est donc un traitement de substitution aux opiacés. C'est pas parce qu'on parle du licite et de l'illicite, la TSO est licite. Sauf qu'on sait très bien tout le problème de l'encadrement de la TSO, de la revente du traitement, de l'achat intempestif, parce qu'on rate son sapin, on a raté les bus méta, on a raté tout ça, et de tout ce trafic de produits. Et donc, la question du licite et de l'illicite, elle est très compliquée. On ne parle pas que d'alcool, mais vraiment de suivi en RDR, parce que la TSO, c'est de la RDR typiquement. Donc, quel dosage? Comment effectivement un usager qui a raté son rendez-vous pour sa TSO va redescendre, comment il le vend parce qu'il a des dettes, enfin, on est dans des problématiques comme ça, et comment on l'accompagne. C'est juste pour ajouter ça, pardon. Non, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on constate, la difficulté par cette classification. Et c'est vrai que du coup, ça relègue un peu au rang des inconnus tous les produits illicites. Et c'est vrai que c'est aussi une problématique en soi. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est vrai que du coup, sans fermer les yeux, parce que du coup, c'est des consommations qui existent. Et en même temps, c'est vrai que c'est parfois délicat aussi de travailler cette question-là au vu du caractère illégal. Mais c'est vrai que du coup, c'est aussi un gros enjeu quelque part. Mais c'est vrai que du coup, il y a forcément des choses qui vont se décliner de manière un peu tranchée dans la réglementation. Mais après, c'est vrai qu'au cas par cas, il y a quand même aussi des marges d'ajustement. C'est vrai que le lien avec les structures addictologiques, ça permet aussi de travailler sur cette question-là, aussi de dire, bon, on a aussi un accompagnement qui peut être mis en place, quel que soit le produit au final. Donc, alors je vois qu'il y a Assor qui relève la main du coup. Oui, alors c'est mon collègue, il voulait prendre la parole, il arrive. Okay, 2 minutes. Pas de souci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions aussi, sinon, pas hésiter, ou des interventions? Alors, je vois aussi qu'il y avait la question des professionnels du 78 sont-ils présents? Alors, c'est peu probable, puisque aujourd'hui, c'est la petite couronne et que la grande. Mon collègue est dispo. Ah, super. Mais voilà, le 78, c'était peut-être plus la semaine dernière. Mais du coup, il y a la cartographie. Il faut qu'on la mette à jour parce que je n'ai pas encore mise à jour, mais je vais essayer de le faire d'ici la fin du mois. Là, on est déjà le 26, vous me direz. Mais voilà, elle sera mise à jour bientôt et normalement,
J'espère qu'il y aura quelques personnes du 78 qui auront contribué. Voilà, si vous voulez prendre contact avec des collègues, mais du coup, voilà, normalement, ils étaient plus présents la semaine dernière. Alors du coup, je vais relaisser la parole à Assa. Ouais, c'est ouvert. C'est ouvert. Ouais. Donc ouais, un peu comme sur HPI, comme ce que vous pouvez dire Céline, je crois. Nous, c'est pareil, on a des consommateurs de produits psychoactifs, que ce soit crack, héroïne et ou sous-traitement, substitution. J'entends bien la question de la légalité et en même temps, c'est aussi, je trouve, les personnes, quand elles sont, que ce soit sur des chambres au moins en individuel, elles ont aussi le droit à un espace d'intimité. Et ce qu'elles y font, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on en fait un tabou, finalement, on passe à côté de plein de problématiques qu'on récupère derrière parce qu'on a les comportements qui apparaissent sans pouvoir traiter du fond du problème qui est la consommation, la surconsommation du produit. Je travaillais avant en province et je me souviens que sur un CHRS, ils avaient cette problématique de surconsommation d'alcool parce que l'alcool n'était pas autorisé à l'intérieur ou d'injecteurs qui cachaient les seringues pour s'injecter et finissaient par cacher leurs seringues et c'est la femme de ménage qui se pointait dessus. Je pense qu'il y a aussi cette capacité à faire preuve de pragmatisme dans la réduction des risques. C'est-à-dire ça existe et en fait, comment on va travailler avec ça? Parce que si on se cache derrière de c'est légal et licite ou illicite, c'est aussi nier une partie des réalités des personnes. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, alors déjà travailler sur l'autorisation des produits licites, c'est déjà un premier pas quelque part, parce que déjà, ça permet de parler de consommation, même si c'est entre guillemets que d'alcool, c'est déjà, déjà un gros morceau quand on voit le fait que voilà, la consommation d'alcool, vu la stigmatisation, c'est pas forcément déjà pour cette consommation l'idée d'en parler. Et après, c'est vrai que souvent, ce qu'on voit aussi dans les coopérations, c'est le fait que quand les partenaires viennent aussi au sein de la structure avec du matériel, donc seringues, etc., et autres, c'est vrai que ça permet aussi d'introduire l'idée qu'on peut en parler aussi finalement et que ce n'est pas un non-dit. Donc c'est vrai que voilà, quand on parle outils en matière de réduction des risques, au-delà du fait de réduire les risques sanitaires, c'est aussi un outil de base pour l'échange. Il y a aussi, par exemple, la VAP, c'est vrai, par exemple, souvent, les professionnels disent que c'est aussi un outil pour commencer à aborder la question quelque part. Ça permet aussi d'attirer l'attention sur ce qu'il est possible de faire par rapport à sa consommation et de faire en sorte que les personnes puissent oser poser des questions qu'elles n'avaient pas forcément osé poser jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon, on peut aussi passer à laisser du coup les collègues de Charonne-Opélia nous présenter ce qu'ils ont fait, notamment pendant la crise du Covid. Donc, je vais laisser la parole à Martine et Eric. Peut-être, Martine, est-ce que tu veux commencer ou est-ce ou non? Alors, Martine, on ne vous entend pas. Oui, je sais j'ai cru comprendre qu'elle avait des problèmes de connexion. Donc, je ne sais pas si elle a pu les résoudre. Où est-ce qu'elle en est sur ce point-là? Bon. Si elle n'est pas là, peut-être que je peux commencer alors. On verra si par la suite... alors, elle est là. Mais elle est là? je la vois parler, mais on n'entend pas. Enfin, moi, en tout cas, je n'entends pas. Alors, des fois, c'est des problèmes de connexion périphérique. Des fois, il faut changer Vous avez une petite flèche à côté de votre micro et des fois, ça permet de sélectionner un autre micro. Non. On va commencer avec Eric et puis on verra si le problème est résolu entre-temps. Oui, d'ailleurs, elle, en tant qu'infirmière, peut-être elle aura une approche plus technique propre à son champ d'intervention et peut-être c'est mieux, en effet, de procéder comme ça. Bon, alors, nous, Charonne-Opélia, évidemment, on s'inscrit pleinement dans le contexte de partage des compétences et de collaboration avec des centres d'hébergement parce qu'ils rencontrent des problématiques similaires aux nôtres, sauf qu'eux, ils ne sont pas dans une démarche de soins
comme on peut l'être un XAPA. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a été amené à travailler conjointement autour pour nous, qui sont des patients, mais pour eux qui étaient des résidents, avec le centre Moussaïa, qui est un centre d'hébergement du nord-est de Paris et qui accueille à peu près, je crois, 120 résidents dans un lieu assez grand, mais qui est quand même collectif. Et donc, ils ont essayé à plusieurs reprises de nous adresser des résidents qui étaient marqués par des consommations d'alcool très importantes, mais aussi de cannabis. Et je crois savoir aussi qu'il y avait aussi des consommations de crack, mais enfin peut-être un petit peu plus, pour certains, mais pas aussi généralisées que l'alcool. Donc, c'est ça les problématiques principales. Et donc, ils étaient très préoccupés par plusieurs de leurs résidents qui avaient des alcoolisations très, très importantes et où il y avait une réelle mise en danger à court terme par les bagarres, par la violence qu'ils connaissaient au sein de la structure ou à l'extérieur, mais aussi à terme par des problématiques hépatiques qui étaient à craindre, des évolutions vers les cirrhoses et par un certain nombre de troubles neurologiques aussi qui pouvaient survenir. Donc, ils étaient réellement préoccupés par ça, mais eux n'ont pas dans leur équipe, disons, de personnel médicaux et infirmiers. Et donc, il y avait quand même quelques difficultés. Il leur fallait trouver des partenaires. Donc, c'est autour d'un travail conjoint avec l'équipe de Moussaïa, autour de ces patients et les échanges qui ont eu lieu à propos d'un tel ou d'un tel, que finalement, on a fait connaissance un petit peu plus et qu'ils sont venus aussi à souhaiter modifier leur positionnement par rapport aux consommations, qui étaient au départ évidemment d'interdire les consommations sur le lieu d'hébergement, et puis de passer à une acceptation des consommations sur place, parce qu'ils se sont rendus compte que notamment les résidents, évidemment, tentaient de respecter l'interdit qui leur était posé. Et pour compenser, ils consommaient massivement et en très peu de temps avant l'entrée dans la structure. Donc, ce qui occasionnait évidemment des ivresses massives peu de temps après, mais alors à l'intérieur de la structure, et qui, évidemment, bagarre, violence, mise en danger et détérioration de l'ambiance qui aurait été plus propice dans la collectivité. Donc, pour toutes ces questions-là, évidemment, c'était nécessaire de réfléchir ensemble. Alors, ils nous ont sollicité justement parce qu'ils comptaient modifier ce positionnement et pour trouver des repères dans cette nouvelle façon de travailler et de se positionner par rapport aux patients. Donc, on a, nous, mis en place plusieurs temps de concertation. On a commencé par décliner la question de la réduction des risques dans son aspect un petit peu général et philosophique, on va dire, et technique, et ensuite on a chaque professionnel qui correspond aux disciplines présentes dans le XAPA, puisqu'on a un médecin, enfin des médecins, infirmiers, assistantes sociales, conseillers juridiques, psychologues, travailleurs sociaux, enfin bon, on a un certain nombre de disciplines qui participent aux prises en charge des patients. Et donc chacun d'entre nous est allé présenter ce qui est spécifique de la réduction des risques dans son champ de compétences, dans sa discipline. Comment ça se décline, la réduction des risques, dans chaque discipline, de façon à pouvoir permettre à l'équipe de Moussaïa de se représenter un petit peu, parce qu'eux aussi sont relativement pluridisciplinaires, mais quand même très centrés
sur le champ social, mais tout de même, ils ont plusieurs types d'intervenants. Et comment on voulait l'idée qu'ils puissent se représenter, comment se positionner du point de vue de leur champ d'intervention et de leur discipline respective dans une démarche, disons, de protection, de faire aussi avancer un certain nombre de démarches sur le plan social, puisqu'il y a quand même une prise en charge, disons, partielle de leur côté sur le plan social, parce qu'il y avait des problématiques administratives très compliquées et assez inextricables et quelques-unes réellement en impasse. Donc, il fallait leur permettre de réfléchir, puisque l'idée, c'était quand même qu'ils construisent eux-mêmes leur outil d'intervention, leur positionnement, leur outil, avec un certain nombre de conséquences qui en découlaient, qui étaient, par exemple, comment organiser l'espace géographique, comment faire avec les lieux collectifs et les lieux individuels, comment aussi concevoir la question de l'interdit, puisque si il était accepté des consommations sur place, ça ne voulait pas dire qu'elles pouvaient se faire n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Donc, c'était plutôt du côté privé que ça se déclinait, et avec une notion de chambre individuelle plutôt que de chambre à plusieurs. Donc, voilà, il y avait question de l'intimité et du respect de la vie privée, et avec une distinction avec les espaces collectifs. Voilà, ça c'était le premier temps. Et puis, le confinement nous a un petit peu ralenti parce que cette démarche de partenariat, au fond, elle avait commencé avant les confinements, mais elle a été plutôt ralentie par le confinement puisque c'était difficile de se rendre les uns chez les autres. Donc, on a plutôt reporté. Alors maintenant, on en est à faire le bilan de cette première phase et on attend que les conditions deviennent un petit peu plus possibles afin d'installer ce qui va être plutôt à la fois la démarche de réduction des risques dans le fonctionnement, parce qu'il s'agit de l'installer. Eux-mêmes doivent déménager pour avoir avec des nouveaux locaux plus propices à ce changement. Et on va essayer de faire ce qu'on a déjà expérimenté à d'autres occasions, c'est-à-dire des intervisions. On va se réunir, eux et nous, autour de l'ensemble des équipes ou de ceux qui sont chargés d'un suivi, par exemple, de discuter autour de la problématique d'un patient de façon à voir comment on peut, en réduisant les risques, initier, puisqu'il y a quand même ça, initier des soins. La réduction des risques, c'est tel que nous, on la conçoit, c'est d'abord prendre soin avant de soigner, parce que prendre soin, c'est déjà soigner, au fond. Et donc, ça permet de ne pas avoir d'impératif ou de conditions à poser dans les demandes qui sont formulées. Donc, on n'attend pas que les patients veuillent se soigner, veuillent arrêter ou diminuer les consommations. On commence à s'occuper d'eux dès lors qu'ils sont en mesure, et on leur reconnaît ça, de prendre un peu de responsabilité par rapport aux consommations. C'est l'a priori. On décide que ce sont des interlocuteurs qui peuvent dire quelque chose de ces consommations et qui peuvent aussi participer à l'évolution de ces consommations, qu'on souhaite évidemment à la baisse, mais enfin, pas forcément avec l'arrêt, hein, de façon à réduire les autres risques sur les autres plans. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là que on souhaite faire les intervisions, de façon à ce qu'on, concrètement, autour d'un patient, on puisse faire évoluer la situation. Ultérieurement, je pense que c'est une dynamique qui peut s'installer, à savoir que à chaque fois qu'ils auront
des soucis ou qui se préoccuperont de la santé d'un de leurs résidents par rapport aux consommations, on pourra commencer par une intervention afin d'avoir l'espoir, le but, de pouvoir faciliter la démarche vers le XAPA. Parce que c'est, en définitive, ce qui était difficile pour eux, c'était qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ces consommations et ils confiaient complètement la question de la consommation au XAPA. Or là, il s'agit de partager la question de la réduction des risques de part et d'autre des deux institutions. Et je pense que de cette manière, un partenariat pourrait se nouer durablement. Il n'est pas exclu qu'il y ait que l'action qu'on essaye de continuer malgré le confinement prenne d'autres allures. J'entendais Monsieur de Guillage parler de formation, et je crois que ce n'est pas exclu. C'est ce genre d'aspect-là, ce genre d'idée est tout à fait intéressante. Pour l'instant, l'équipe de Mosaïa ne souhaite pas, disons, porter plusieurs casquettes, donc c'est un petit peu... ils veulent bien garder leur spécificité, mais enfin, c'est pas exclu que ça puisse se compléter. Je crois qu'il y a un long cheminement de transformation depuis l'interdit de consommation jusqu'à la consommation sur place. Il y a vraiment les repères à prendre, ça prend du temps et il va falloir miser avec la durée. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Alors, je crois que est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, on t'entend, Martine. D'accord. C'est un peu compliqué là, j'arrête pas enfin, ça saute la connexion et je suis passée par Citrix et probablement que ça vient de là en fait, par notre serveur. Bon. Donc voilà, en tant qu'infirmière, forcément en XAPA, je suis donc à même de travailler sur la réduction des risques, ne serait-ce qu'effectivement, comme l'a souligné un intervenant, c'est que ne serait-ce que par la distribution des traitements de substitution, mais pas que. Le travail en XAPA correspond effectivement, infirmier, c'est la distribution des TSO et autres traitements, c'est les entretiens. Donc, voir un peu comment les usagers nous parlent de leur consommation, comment ils vivent leur consommation, comment on les accompagne. C'est aussi leur permettre l'accès au matériel de réduction des risques, que ce soit le matériel d'injection ou le matériel, pour les consommateurs de crack, ça va être les pipes à crack. Après, dans ma mission, il est bien évident je vais me pencher aussi sur l'aspect purement sanitaire, c'est-à-dire voir un petit peu au niveau de leurs infections, voir si effectivement il n'y a pas des soucis, soit de contamination, VIH, hépatite, tout ce qui est problème lié à l'injection aussi, tout ce qui est abcès, etc. Donc ça fait partie aussi d'être vigilant. Donc je fais aussi de l'accompagnement à l'injection. Sur le XAPA, on propose aussi l'accompagnement à l'injection pour bien travailler sur l'injection à moindre risque, surtout sur la filtration, parce que c'est bien souvent la problématique de nos usagers, c'est la filtration, puisqu'ils s'injectent pas forcément des produits licites, mais aussi des produits licites, c'est-à-dire des traitements qui sont détournés de leur premier usage. Donc, voilà, globalement, c'est à peu près ce que je travaille sur le XAPA. Après, effectivement, je me déplace volontiers, moi, sur les centres d'hébergement qui accueillent nos usagers pour un petit peu discuter au cas par cas, c'est-à-dire de la problématique de l'usager en question
que j'accompagne et que nos partenaires accompagnent également sur l'hébergement, pour qu'on soit bien au clair de voilà, qu'est-ce qu'on travaille, que le projet de soins soit un peu cohérent, un petit peu, et avec eux, avec nous, parce que bon, sur le résidentiel, eux les voient au quotidien, nous on les voit ponctuellement. Donc c'est essentiel qu'on puisse travailler avec nos partenaires. Donc en ce qui me concerne, donc voilà, j'essaie de communiquer un maximum avec les partenaires sur les situations. Il est vrai que lorsque je suis intervenue, moi, sur Kellerman, parce que je suis intervenue plusieurs mois, toutes les semaines, j'intervenais. Donc, beaucoup de consommation, enfin, la consommation d'alcool, tabac, pas de problème, ça se parlait très, très facilement. En revanche, je me suis aperçue que les autres consommations ne se parlaient pas. Consommation de crack, tout ce qui était injection, etc., ne se parlait pas. Et je voyais autour de cet hôtel, donc ce petit trafic qui était bon, à ciel ouvert. Et j'ai interrogé un peu les équipes. Et effectivement, les autres consommations de produits illicites avaient du mal à se parler. Voilà. Donc, j'ai un petit peu, je suis intervenue auprès des équipes, du coup, pour un petit peu leur présenter un peu ce qu'était la réduction des risques globale, et pas que alcool et tabac. Je pense qu'ils en étaient assez contents. Et voilà, donc encore une fois, la réduction des risques, c'est comme l'a souligné un des intervenants, c'est que c'est aussi tous les risques psychosociaux liés aux consommations, les polyconsommations. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'apporte. Mais en tout cas, là, voilà, et il est vrai que pour avoir travaillé auparavant sur des appartements de coordination, donc au début, quand je suis arrivée sur ces appartements, il y avait interdiction de consommer. Bon, ok. Sauf que moi, quand je faisais des VAD, je voyais bien qu'il voilà, il y avait quand même des consommations sur les lieux de vie, ce qui semble, entre guillemets, logique, parce que voilà. Et après, du coup, on a effectivement changé un petit peu on a réécrit le projet de service pour effectivement convenir que ces consommations étaient autorisées sur les lieux de vie parce que, bon, de toute façon, on n'est pas H24 avec eux. On n'était pas H24 avec eux, ni les week-ends. Donc, bon, pour qu'elles puissent se parler, il faut qu'elles soient aussi, entre guillemets, pas autorisées, mais en tout cas, bon, voilà, il faut que ça puisse se parler. Donc, des consommations cachées avec des usagers qui consomment de façon... bon, et ça ne fonctionne pas et ça biaise un peu l'accompagnement qu'on peut leur proposer en plus. Parce que bon, si effectivement ils nous disent bah oui, mais je prends bien effectivement tous mes TSO, je ne consomme rien et que bon, bah non, ça ne fonctionne pas. On ne va pas bien travailler avec nos usagers, donc ça n'a pas tellement d'intérêt sur le fond. Voilà, on n'aura que la face visible de l'iceberg. Et du coup, on passe à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ma façon d'accompagner nos usagers et de travailler. Mais toujours en partenariat, effectivement, avec les hôtels ou les structures qui les accueillent, parce que c'est essentiel. Merci à tous les deux pour vos apports. Alors, je vois que c'est Céline, je crois, si je ne me trompe pas, qui lève la main. Oui, merci beaucoup. Effectivement,
Je rebondis là-dessus parce que nous, on distribue effectivement le matériel RDR de base, c'est-à-dire l'équipe base, l'équipe plus et les filtres, etc. Et aussi, on est dans une démarche, et c'est là où ça m'intéresse de savoir comment vous déplacer, parce que souvent, on demande à nos usagers, surtout ceux qui s'injectent, de nous montrer leur manière de faire. Donc, nous, on a une petite formation sur la manière la plus propre, on va dire, de s'injecter ou d'utiliser le matériel. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment actualisées très souvent, sachant qu'on le fait au cas par cas, on reçoit un usager, ça se passe généralement très très bien. Ils sont très demandeurs, sachant que chez nous, il y a zéro tabou par rapport aux consommations, ni à comment effectivement certains produits sont complètement dérivés. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent s'injecter de la méthadone. Et donc, le problème du filtrage, on l'a aussi. Et que du coup, c'est très intéressant, je trouve, beaucoup de nos résidents sont suivis au XAPA de Charonne, enfin, certains, vous en connaissez, je l'imagine, et de pouvoir travailler plus en partenariat, je trouve, entre les XAPA et les centres d'hébergement. On voit bien qu'il y a un lien, parce que de toute manière, nous, le matériel, on le récupère au 110 des Halles. Et ça, c'est effectivement, moi, je trouve des partenariats très, très, très importants à mettre en place, et aussi, parce que nous, on est dans des démarches d'accompagnement individuel aussi. Enfin, ce n'est pas des règlements, on fait vraiment du cas par cas, selon les usagers. Et effectivement, de prendre un usager et de lui dire, OK, vas-y, alors montre-moi comment tu t'injectes, en faisant oulala, ou pas, et de comprendre, parce que nous, on est. Quand on nous demande tout d'un coup une boîte de 20 alcopades, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec 20 alcopades d'un coup, quoi? Et c'est ce genre de choses. Et du coup, on est dans une démarche vraiment d'échange sur les procédés. Et ça, c'est complètement RDR. Et du coup, c'est très intéressant de travailler avec les XAPA et les infirmiers de XAPA. Oui, merci. Et j'en profite pour faire le lien aussi avec ce que disait Eric sur le fait d'envisager des formations. Et je crois que c'était Marc aussi qui en parlait. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que quand on parle de formation, l'enjeu, c'est pas tellement forcément que ce soit juste dans un sens où voilà, le XAPA vient expliquer c'est quoi les addictions. En fait, ça fait partie de la formation. Et c'est vrai que montrer un peu en quoi ça consiste, c'est aussi voilà, démystifier un peu l'accompagnement et voilà, ce que sont les consommations. Et c'est vrai que c'est intéressant de l'envisager de manière très croisée au final. Et que quand on dit formation, nous, on emploie beaucoup le mot formation croisée. On va beaucoup travailler là-dessus cette année parce qu'il y a les... je ne sais pas si vous avez dû passer, il y avait l'appel à manifestation à l'intérêt de la DIAL. Donc, il y a 4 projets qui ont été retenus dans ce cadre-là, avec notamment la FAS et aussi le groupe SOS, la Croix-Rouge. Donc, il y a un certain nombre d'établissements qui vont être concernés. Et un des gros volets, ça va être justement de travailler sur la formation. Et l'enjeu, c'est vraiment aussi de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ce soit des formations croisées et que finalement, ce soit l'occasion, comme vous disiez, Céline, de présenter un peu aussi ce qui peut se faire, comment ça se fait, etc. Mais l'idée, c'est aussi que chacun présente un peu. Ce qu'on dit souvent, c'est que quand on commence à travailler ensemble en acteur, enfin, en coopération, c'est bien de présenter un peu son fonctionnement, ses attentes, mais aussi ses limites respectives, parce que c'est vrai que des fois, les enjeux de temporalité, de file active, qui font que des fois, ça peut bloquer. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça, alors que souvent, il y a des raisons. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces temps de formation où chacun revient un peu sur c'est ça notre fonctionnement, c'est ça nos limites, c'est ça nos missions. Et voilà, et que ça permet de mieux se comprendre. Et je vais revenir aussi sur ce que vous disiez sur les interventions, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et je ne sais pas, peut-être aussi une petite question aussi sur comment vous gérez aussi le partage d'informations. Parce que c'est vrai que c'est aussi un enjeu aussi sur voilà, au niveau de la déontologie des professionnels, tout ce que ça pose comme question en termes de voilà, la vie privée des personnes, enfin voilà, le secret professionnel par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et c'est vrai que dans le guide Travailler ensemble qu'on avait coédité il y a quelques années, il y a tout un topo là-dessus justement sur qu'est-ce qu'on peut partager comme information ou pas et comment on le fait. Et aussi sur l'aspect... Alors c'est vrai que c'est bien d'associer éventuellement les personnes au temps de rencontres, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours possible de le faire en leur présence. Des fois, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'en général, c'est bien au moins d'avoir leur accord
pour dire voilà, est-ce qu'on peut parler de votre situation éventuellement avec des professionnels. Après, s'il y a des cas, voilà, un peu comme on dit, de force majeure, où il y a vraiment des difficultés, c'est vrai que ça peut aussi se faire. Mais c'est vrai que l'accord des personnes, c'est quand même un plus. Et souvent aussi, faut avoir en tête que les informations qu'on partage, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une transparence totale et de tout se dire, mais de se dire que l'information qu'on apporte aux partenaires, elle va servir quelque part le projet de la personne. Et c'est vrai que c'est intéressant quand même de l'avoir en tête dans la manière dont on envisage ces temps d'intervision, que ça se fasse aussi voilà, au bénéfice de la personne et que ce soit pas voilà, la transparence a plein de vertus, mais c'est vrai que là, il y a aussi quand même voilà, des personnes des informations qui concernent la personne et son intimité quelque part. Alors je voyais aussi Assor du coup qui relevait la main. C'est toi. Ouais, alors nous on avait levé la main pour on souhaitait parler de l'équipe ESMAR. C'est en fait une équipe mobile qui travaille auprès de centres d'hébergement de tout type sur l'accompagnement justement au niveau de la réduction des risques, notamment auprès des professionnels et aussi auprès des usagers. Et du coup, voilà, je t'ai dit que... ouais, et c'est avec l'association Aurore Ego, du coup. C'est Madame Perlongo, c'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, normalement, c'est... tu peux laisser le son de ton côté. Oui, normalement, c'est Madame Perlongo, effectivement, là, qui est en formation, du coup, qui ne peut pas intervenir. Moi, je m'appelle Adrien Brossard, je suis psychologue, du coup, aussi sur l'équipe ESMAR. Voilà, donc là, c'est moi qui peux représenter aujourd'hui un petit peu l'équipe sur ce webinaire. Je ne sais pas, peut-être que je peux présenter très rapidement un petit peu la manière dont on intervient. Donc, on est une équipe de 4 psychologues pour l'instant. On est rattaché au XAPA Caru d'Ego, qui est dans le 18e arrondissement, du coup. Et donc voilà, on est une équipe mobile, donc on intervient auprès des AHI, voilà, sur un schéma un petit peu, d'une certaine manière, un petit peu similaire à ce que peut faire Sharon, c'est-à-dire qu'on vient proposer une aide aussi bien auprès des professionnels sous forme de réunions, ce qu'on appelle des réunions cliniques, où ils peuvent nous présenter un petit peu des situations complexes voilà, autour de la santé mentale et des addictions. Et donc, on va essayer de réfléchir avec les professionnels un petit peu de la même manière sur un plan de RDR à comment pouvoir un petit peu comment dire, autonomiser les équipes et autour justement de ces questions-là, de comment gérer les situations de crise aussi et comment des fois aussi accompagner les équipes vers justement des projets RDR, voilà, par exemple, autoriser les consommations d'alcool aussi en centre, etc. Et aussi, du coup, on intervient auprès des bénéficiaires, alors souvent sur demande des travailleurs sociaux. Donc, on peut proposer en fait un format de permanence qui est généralement une fois toutes les 2 semaines, où on vient sur une demi-journée. On essaye d'être le plus visible possible au sein de la structure pour les hébergés et pour les professionnels aussi. Et du coup, en fait, on peut proposer des rendez-vous individuels. Voilà, des formes de permanence psychologique un petit peu pour les hébergés qui auraient des problématiques voilà, addicto, comorbidité, santé mentale, on va dire, de façon très globale. Et voilà, on ne fait pas du suivi psychologique hein, où on n'a pas non plus de psychiatre. Donc l'idée, c'est vraiment, dans le meilleur des cas, du soutien et de l'accompagnement et aussi, du coup, évidemment, une sorte un peu d'évaluation et de voir vers qui on peut orienter ensuite cette personne. Voilà, dans une idée pas toujours d'ailleurs de soins, c'est-à-dire que vu qu'on est aussi très très basé sur la RDR, des fois aussi c'est juste amener la personne à pouvoir discuter de la consommation et pouvoir essayer un peu de recréer un dialogue entre les professionnels et le bénéficiaire, des fois autour de comportements qui peuvent poser problème et qui peuvent être liés justement à la consommation d'alcool ou autre. Voilà, donc on essaye d'intervenir un peu sur ces 2 plans-là, aussi bien auprès des équipes qu'auprès des bénéficiaires. Et pour l'instant, on essaie de faire ça sur des durées limitées dans le temps, donc des interventions de 6 mois renouvelables,
dans une optique quand même finale d'essayer du coup que au terme d'une ou deux interventions, je veux dire une fois, 2 fois 6 mois, les équipes n'aient plus forcément besoin de nous pour justement trouver des solutions adaptées aux problématiques de consommation qui se présentent sur la structure. Voilà. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si la sœur, vous vouliez compléter du coup. Non, c'est bon. C'est vrai que j'avais eu l'occasion d'en parler aussi avec Madame Perlongo au début du projet. Et c'est vrai que ça fait un peu écho aussi à tout les remontées qu'on a en termes de prise en compte des troubles psychiatriques, etc., notamment aussi pour les personnes. C'est vrai que des fois, il y a des comorbidités qui font que ça complexifie encore plus l'accompagnement. Et c'est vrai que du coup, déjà, voir donc, le fait, pour faire un peu le lien aussi avec ce que disait Martine tout à l'heure sur le fait que chaque professionnel aussi puisse présenter un peu ses particularités en termes de réduction des risques dans son champ. C'est vrai que l'aspect aussi psychologique, ça peut être aussi une plus-value aussi d'avoir en tête que ça peut impliquer aussi un suivi de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que je pense que nous, on va essayer aussi de travailler cette question-là parce que c'est au sein des fédérations, parce que c'est vrai que c'était aussi un enjeu qu'on a beaucoup, qui a été beaucoup soulevé pendant toute cette période-là, ces webinaires, et c'est vrai que de comment est-ce qu'on travaille l'accompagnement des personnes qui présentent du coup des comorbidités ou des fois du coup ça peut être complexe d'avoir un accompagnement dans des services dédiés à la psychiatrie quand en plus on a des consommations. Et c'est vrai que du coup la question se pose encore aussi de travailler cette question-là avec des multiples établissements. C'est vrai que je pense qu'on va essayer aussi de compléter un peu, de travailler cette question-là dans les mois à venir. Et du coup, Eric, je crois que vous leviez la main tout à l'heure aussi, j'avais vu. Oui, parce que je me demandais si on pouvait y avoir des échanges avec les questions, à propos des questions qui étaient posées. Donc, je voulais répondre. Alors, depuis, il y a eu d'autres. Ça s'est délayé un petit peu, mais enfin, c'est pas bien grave. Non, je voulais juste préciser que moi, je trouve qu'au cœur de la réduction des risques, il y a la question de la responsabilité. La responsabilité des intervenants, soignants ou pas, la responsabilité du patient, et on est chacun en train d'exercer notre responsabilité, à condition de la reconnaître chez l'autre aussi. Et donc, les interventions, notamment en termes de formation, n'étaient pas pour faire que les intervenants sociaux deviennent des soignants de XAPA. C'était évidemment pas ça, mais c'est qu'ils puissent exercer la responsabilité qui est la leur vis-à-vis de leurs résidents de façon appropriée. Et c'est vrai que la réduction des risques, elle ne va pas se limiter au champ du XAPA. Je ne sais plus je crois que c'est FI-CHU, là, je vois, qui parlait de ça très bien. Sur place, la réduction des risques commence là. Ce n'est pas un lieu de soins, mais c'est déjà du soin, mine de rien, de pouvoir, quand le patient peut, ou le résident là, peut ne pas prendre de risques avec une consommation. C'est déjà du soin. Donc, le soin, il commence bien en amont de la consultation au XAPA, mais dans le prendre soin et et comment accompagner quelqu'un à prendre soin de lui. Par exemple, en lui apprenant à shooter propre, quoi. C'est comme on dit. Hein. En tout cas, faire attention à lui quand il consomme. Voilà, on est déjà dans le soin et ça prépare vraiment bien à un accompagnement possible vers une structure où alors là, l'équipement médical, si je peux dire, est plus fourni en termes de psychiatres, en termes de médecins généralistes, tabacologues, alcoologues, etc. Là, on voit bien que là, souvent, les résidents qui deviennent nos patients ont déjà appris ont déjà commencé à utiliser cette méthode de regard sur soi que permet la réduction des risques en centre d'hébergement. Nous, c'est un constat qu'on fait. Hein. Ouais. Merci Eric. C'est vrai que je pense qu'on se rejoint sur la question de la continuité, si je puis dire, entre ce qui se fait dans le lieu de vie, etc., d'hébergement, et qui est déjà socle de beaucoup de choses, et après la continuité qu'on peut avoir du point de vue de l'accompagnement. C'est vrai que c'est d'où l'intérêt de travailler en coopération
Alors, je vois qu'il y a Martine qui levait Oui, la main aussi. je dirais que l'hébergement fait partie de la réduction des risques au même titre que beaucoup de choses, parce que prendre soin de soi quand on est à la rue, pardon, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup plus difficile, quoi. Donc, ça contribue complètement voilà, à la réduction des risques, l'hébergement. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que nos usagers qui sont hébergés dans des structures d'accueil, voilà, il faut absolument qu'on puisse communiquer de toute façon. Et c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, ils nous sont adressés parfois par les centres d'hébergement, donc c'est des demandes des centres d'hébergement pour qu'on puisse les accompagner. Et nous, ben, voilà, on se doit aussi de travailler avec ces structures. Ça fait partie également de la réduction des risques d'hébergement. J'en reste enfin, et quand on parlait en tout début, en introduction des ACT, les appartements de coordination thérapeutique qui ont été mis en place effectivement dans la VIH, parce que c'était un public déjà qui était stigmatisé, et que les hôpitaux, bon, soyons quand même honnêtes, à l'époque, voulaient pas, voilà, avaient du mal quand même à les accompagner jusqu'au bout. D'où l'émergence de ces structures-là. Donc, ça fait partie effectivement complètement de la réduction des risques. Donc, on ne peut pas faire la passe de travailler ensemble. Je vais devoir vous quitter par ailleurs parce que j'ai d'autres. J'en suis désolée, c'est assez touché. Non, mais merci Martine, c'était une belle pré-conclusion en tout cas. Alors, je vois qu'il y avait aussi des outils qui ont été cités sur justement le travail sur les troubles psychiatriques, donc guide prévention en santé mentale et le DAPS, directive anticipée en psychiatrie, qu'on peut retrouver visiblement sur le site Psycom. C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des outils qui existent à ce sujet-là. Et du coup, il y a aussi les formations premiers secours en santé mentale qui ont été citées. Donc, il y a des sessions qui sont aussi qui sont organisées, des sessions de formation qui sont organisées en Île-de-France. Merci Clotilde pour les compléments. Mais oui, je pense qu'on pourra presque conclure là-dessus sur la réduction des risques qui commence déjà dans les centres d'hébergement, enfin dans les structures d'hébergement. Et voilà, et tout l'intérêt des coopérations, finalement, c'est de faire en sorte que voilà, c'est pas tellement une question de garder chacun son précaré. Et c'est voilà, se dire, nous on fait de la dicto parce que on veut rester, comment dire, les spécialistes et tout, mais vraiment l'intérêt c'est que chacun puisse, enfin voilà, faire bénéficier l'autre de ses plus-values. Et je pense que les centres, toutes les structures d'hébergement, il y a toute la notion de lieu de vie, du quotidien, etc. Et un vrai apport sur la connaissance des personnes, de ce qu'elles rencontrent dans les problématiques, etc., vraiment au quotidien, l'accompagnement global. Et c'est vrai qu'en parallèle, voilà, le secteur addicto, c'est vrai que c'est aussi l'intérêt voilà, aussi d'être une passerelle vers le droit commun, pour que les personnes, voilà, ça puisse faire raccrocher les wagons de manière plus générale sur la santé. Et d'où, c'est vrai que voilà, l'intérêt de travailler ensemble un maximum. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont citées, donc tout ce qui est voilà, formation, croisée, intervision, et tout cet ancrage, comme on disait au début, très institutionnel, si on peut dire. Voilà, le fait d'avoir un vrai projet d'établissement aussi, et qui inclut au maximum l'ensemble des professionnels autant que faire se peut et les personnes accompagnées pour que ça puisse voilà, se faire en cohérence par rapport aux besoins des uns et des autres. Voilà, donc voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'était d'illustrer un peu tout ce qui peut se faire. Donc vraiment un grand merci à toutes vos participations, parce que c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir les retours des uns et des autres. Je vous invite, voilà, si vous ne l'avez pas fait, à contribuer à l'état des lieux qui sert du coup à faire la cartographie, qui sera actualisée sous peu, normalement. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir des retours sur voilà, les problématiques qui sont rencontrées. Et nous, ça va nous permettre vraiment d'avancer dans le soutien qu'on peut fournir fédération de la manière la plus cohérente possible par rapport à ce que vous rencontrez, vous,
sur le terrain. Voilà, on essaie de produire un certain nombre de temps, d'échanges, de pratiques, d'outils support. J'en profite pour redire quand même aussi qu'on a sorti récemment des outils sur le tabac et précarité, très récemment, parce que c'est vrai que le tabac n'est pas forcément le produit qui est considéré en priorité, mais c'est vrai que ça peut aussi être, voilà, c'est quand même un enjeu majeur en termes de santé, surtout pour les publics en situation, voilà, qui sont défavorisés, etc., voilà, où les prévalences sont plus élevées. Et ça peut être aussi une bonne manière aussi d'entamer des coopérations. Donc, on a essayé de développer ces aspects-là dans un livret qui est récemment paru. Et du coup, pour la suite, alors déjà, on va vous envoyer à la suite de ce webinaire, on va vous envoyer un petit récap de tous les outils qui existent, parce qu'il commence à en avoir quelques-uns sur voilà, comment est-ce qu'on peut construire des coopérations, comment est-ce qu'on peut travailler la réduction des risques dans sa structure. Donc, je vous invite à ouvrir le mail que je vous envoie à l'après. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y aura cette petite fiche récap. Et la suite, il y aura aussi voilà, la fin du projet, ce sera l'occasion, alors ce sera au début de l'année, mais ce sera l'occasion aussi de faire paraître les conclusions de tout ce qu'on a pu observer pendant ce projet-là. Il y aura aussi un certain nombre d'outils, je pense qu'on essaiera de compléter les outils qu'on avait déjà créés par d'autres éventuellement. Et puis c'est surtout que c'est un projet qui va nous permettre de continuer à avancer voilà, pour la suite. Parce qu'on fait régulièrement des projets entre fédérations et c'est vrai que ça nous permettra aussi d'avancer voilà, de manière cohérente. Je crois que Fanny, tu voulais compléter ? Oui, peut-être pour compléter les outils, au niveau de la fédération FAS Île-de-France, il y a aussi pas mal de choses qui sont faites. Je ne sais pas si Clotilde, tu veux bien en préciser, tu seras plus à même que moi de parler de tout ce que vous avez fait et qui est très très riche. Alors du coup, effectivement, au niveau de la Fédération Île-de-France, on déploie et on régionalise le partenariat avec la Fédération Addiction. On a notamment mis en place une newsletter Addiction Précarité, qui a publication semestrielle pour l'instant, qui vise à contribuer à créer une culture commune entre secteur du champ de l'addictologie et secteur du champ de la lutte contre les exclusions, avec des informations sur les structures, sur certaines actions qui sont déployées, sur les appels à projets. Et donc, il est possible de s'inscrire à cette newsletter dédiée si vous ne la recevez pas. Et on a également travaillé, alors en 2019, un document support de constats et expériences partagées entre le secteur de la lutte contre les exclusions, les secteurs de la l'addictologie et de la réduction des risques. Et on a fait ce travail en prévision d'une journée régionale qui a eu lieu en octobre 2019, donc qui a permis aussi de favoriser les échanges. Et on continue sur cette lancée-là pour essayer de valoriser ce qui se fait, mais également de renforcer les échanges entre secteurs. Donc, je vois que Marie a mis le lien pour s'inscrire à la newsletter et je vous remets le document constat et expérience partagée dans la conversation, ainsi que la restitution de la journée régionale qu'on avait organisée en 2019, où il y a des restitutions des échanges qui ont été très riches et puis également le plaidoyer porté au niveau régional sur cette question. Merci Clotilde. Moi, je mettrai aussi les liens de tout ça dans le mail que je vous envoie à la suite. C'est vrai que n'hésitez pas à vous inscrire. La newsletter, c'est toujours intéressant aussi parce que c'est vrai que comme il y a pas mal de projets à ce sujet-là en Île-de-France, c'est assez riche et c'est vrai que c'est intéressant pour être informé. Voilà, mais merci encore à tous. Donc voilà, pour la prochaine suite aussi pour l'Île-de-France, c'est le fait qu'il y ait quand même des projets qui vont se faire dans le cadre de l'Amidial dans l'année qui vient. On essaiera au maximum aussi de faire en sorte que voilà, les structures qui ne sont pas forcément bénéficiaires directes du projet puissent aussi voilà, en bénéficier. Donc, si on a des outils qui sont conçus dans le cadre de ce projet, en général, on s'arrange pour faire en sorte que ça puisse être disponible pour tous. Et de toute façon, voilà, l'enjeu, c'est de faire avancer au maximum, c'est de faire en sorte de continuer sur les dynamiques qu'on a en cours. Et donc, c'est vrai que c'est une belle opportunité qu'on a là
Donc l'Île-de-France est particulièrement concernée, donc certains d'entre vous qu'on retrouvera aussi bientôt dans le cadre de ces projets-là. Mais dans tous les cas, voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse en bénéficier directement ou indirectement. Donc merci à tous pour votre participation. Vous mettez le petit lien de questionnaire d'évaluation. On commence à avoir fait quelques webinaires, mais on est toujours preneur des retours pour s'améliorer d'une fois sur l'autre. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc merci beaucoup si vous nous faites vos petits retours. Je jette un œil et puis on essaie d'une fois sur l'autre de se bonifier avec le temps. Merci encore à tous. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus. Puis bonne continuation du coup dans vos coopérations. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.